Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Gentil et Claire Leméliou, avec qui voilà, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'encadrement de deux mémoires d'orthophonie. Donc, il y avait Claire Leméliou et puis il y avait Pauline Navarro. Et avec Claire Gentil, voilà, ça fait vraiment plaisir. On a un peu commencé avec Vanessa. Voilà. Je partage l'écran pour ceux qui sont au Zoom. Et puis, nous, voilà. C'est à vous. Merci. Donc, voilà, bonjour. Moi, je suis Claire Gentil, je suis orthophoniste et musicothérapeute et j'utilise tous les aspects de la musique, que ce soit rythmique, que ce soit musique écoutée, dans ma pratique orthophonique. Et je travaille essentiellement avec des patients atteints de pathologies neurodégénératives dans un hôpital gériatrique. Donc, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer chez des sujets jeunes aussi, et puis toutes les pathologies, tous les types de pathologies neurodégénératives. Et je suis Claire Leméliou, donc orthophoniste libérale depuis 3 ans, et j'ai réalisé avec Pauline Navarro un mémoire encadré par Nathalie Ulrich et Claire Gentil, qui m'a permis d'utiliser le Human Beatbox dans ma pratique orthophonique au départ. Dans ma pratique clinique, c'est vrai qu'au début, le Human Beatbox, c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et c'est le fait d'avoir accompagné avec Nathalie le mémoire de Vanessa, d'avoir rencontré Tico, qui m'a effectivement montré qu'on pouvait peut-être se servir pour des difficultés vocales, mais pas que, le beatbox. Alors là, on va voir, ça marche. Donc voilà, en fait, on va surtout vous parler de la dysarthrie hypokinétique parkinsonienne, mais on pourra aussi revenir après sur notre pratique personnelle à chacune pour pouvoir vous dire comment est-ce que nous, on s'est approprié certains éléments du beatbox. Là encore, comme Vanessa, je ne dirais pas qu'on fait vraiment du beatbox, mais nos patients âgés sont extrêmement intéressés et fiers finalement de faire du beatbox. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit un jour, moi, quand j'ai dit à mes petits-enfants que je faisais du beatbox, ils étaient vraiment admiratifs, d'une part parce que je connaissais le mot, et d'autre part parce que je le pratiquais. Donc, la dysarthrie parkinsonienne, c'est une dysarthrie hypokinétique qui a pour conséquence de rendre la voix des patients plus faible. Donc, c'est ce qu'on appelle la dysphonie hypokinétique. Et donc, cette dysphonie va altérer la voix dans ses composantes de hauteur, de timbre et d'intensité. Donc, ça va être une voix qui pourra être plus éraillée, plus voilée, d'intensité plus faible, avec peu de modulation. Et cette perte de modulation va s'appeler ce qu'on appelle nous dans notre jargon la dysprosodie, avec des pertes de modulation et puis des difficultés dans l'organisation temporelle de la parole, qui peut être due à des difficultés respiratoires. C'est pour ça que ça pourrait être aussi intéressant de travailler sur voilà, la respiration et comment la respiration soutient évidemment la parole. Et puis, cette dysarthrie hypokinétique va entraîner des troubles articulatoires, donc à la fois dans l'enchaînement des consonnes et des voyelles, et puis dans les troubles de l'exécution motrice, avec des palilalies, des oublis de consonnes, évidemment des doubles consonnes difficiles, les creux, les tre, qui vont être beaucoup plus difficiles à produire. Alors, grâce à Nathalie et à toutes les idées de Nathalie, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait utiliser cet outil beatbox dans la prise en soin de patients parkinsoniens. Donc, il se trouve qu'à l'hôpital, j'avais régulièrement jusqu'à la pandémie des patients atteints de maladie de Parkinson. Et on a cherché à savoir comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce beatbox auprès de patients parkinsoniens. Donc, au niveau de la dysarthrie, avec vraiment une recherche d'amélioration de la qualité perceptive du timbre, une augmentation du temps phonatoire, une augmentation de l'intensité vocale et une amélioration. On a fait passer à nos patients un questionnaire avant et après prise en soin sur le handicap vocal qu'ils vivaient. Donc, on appelle ça le Voice Handicap Index, qui est un outil d'auto-évaluation du patient.
Avec donc l'autre étudiante, Pauline Navarro, on a aussi essayé de voir comment est-ce que le beatbox pouvait améliorer la dysphagie, c'est-à-dire les troubles de déglutition des patients parkinsoniens. À partir du moment où il n'y a plus assez d'intensité vocale pour produire un son, on peut imaginer que les cordes vocales, les plis vocaux se ferment moins bien et donc il y a une moins bonne protection des voies aériennes supérieures, ce qui peut engendrer des fausses routes. De la même manière, la baisse de l'intensité musculaire fait que le larynx remonte moins bien, que la bascule de l'épiglotte se fait moins bien également et que donc la protection des voies aériennes supérieures est moins bonne également. Donc, voilà, nos hypothèses étaient qu'il y aurait une diminution des symptômes spécifiques dans le quotidien des patients, mais qu'il y aurait également une amélioration de la mastication étant la première étape de la déglutition. Et puis, nous nous sommes rendus compte également que le fait de travailler le beatbox stimulait un certain nombre de fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est tout ce qu'on fait quand on fait plusieurs choses à la fois. Quand on programme une action, quand on est obligé d'inhiber les bruits de la rue pour continuer à parler avec quelqu'un, quand on est obligé de faire preuve de flexibilité mentale pour entendre une question qui nous est posée puis répondre à la question précédente. Donc tout ça, ce sont des difficultés que les patients parkinsoniens peuvent rencontrer. Et donc le fait d'apprendre de nouvelles séquences motrices, le fait de mémoriser ces séquences au fur et à mesure, le fait aussi parfois de faire ces séquences motrices sur de la musique comme accompagnement, comme une batterie finalement, hein, des percussions qui accompagneraient une musique, ça demande aux patients de planifier, ça demande aux patients d'utiliser sa flexibilité mentale. Et c'est quelque chose qui est souvent atteint assez vite chez le malade de Parkinson. Et donc, on s'est rendu compte que ces questions étaient importantes et que l'utilisation du beatbox pouvait répondre à ça. Et je laisse la parole à Claire, qui a donc conçu le protocole. Donc, au niveau de l'apprentissage du Human Beatbox chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, ça va être sensiblement la même chose que pour les patients lambda, à l'exception qu'on va multiplier en fait les canaux d'apprentissage. Donc, pour présenter dans notre mémoire, en tout cas, le Human Beatbox, on s'est basé sur le site Pataka. C'est issu d'un mémoire orthophonique qui a été encadré par Vanessa Bourdin. Donc, on s'est servi des sons de base, des patterns de base et des patterns complexes. Et pour l'appropriation des sons de base, on avait les vidéos de Tycho qui étaient diffusées aux patients. Donc là, on avait déjà un apprentissage multimodal, auditif, gestuel. Et pour les patients parkinsoniens, c'est important de rajouter aussi un appui gestuel pour appuyer bien l'appropriation d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle production, qu'ils puissent se l'approprier et la produire pendant nos séances. Donc, on va aussi veiller particulièrement à l'adaptation du patient, c'est-à-dire la fatigabilité, mais aussi la motivation, qui est un facteur important aussi pour nos patients atteints de la maladie de Parkinson. Ensuite, on va veiller à allonger et complexifier les productions. Donc, toujours en lien avec les capacités du patient, c'est bien loin du Human Beatbox qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et puis ensuite, on va toujours veiller à une production efficace, c'est-à-dire une bonne posture, donc dans la mesure du possible par rapport à la condition physique du patient, à maintenir aussi un bon point articulatoire. Il peut changer, ne serait-ce que d'une semaine à l'autre, ça peut être un point articulatoire différent, il faut souvent le réajuster, on reverra un petit peu plus tard dans des vidéos. Et veiller à avoir aussi une bonne gestion du souffle pour maintenir une bonne coordination Donc, je vais vous montrer une vidéo des apprentissages des sons de base du Human Beatbox. Et on fait une boucle comme ça, sans... Enfin, on ne s'arrête pas. Oui, c'est parti. Alors, on va nous mettre du Charles Aznavour. Ah, non, c'est quoi celle-là? Elle est bien aussi, celle-là. Elle est bien. Est-ce que vous êtes prêts? On fait comme Pauline vous a fait. You are the one for me, formidable.
are my love, very, very, very véritable. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est un extrait vidéo de notre mémoire, de notre intervention auprès du groupe de patients. Donc à chaque production de son, on appuie d'un geste pour aider les patients à s'approprier, à aussi produire, à enchaîner les sons du Human Beatbox. Et puis, on va aussi s'appuyer sur l'aspect artistique du Human Beatbox, qui est une dimension importante dans la rééducation. Donc là, on s'est axé comme support de musique. On avait envoyé des questionnaires aux patients, ils nous avaient dit leurs goûts musicaux, et c'est un support que l'on peut facilement adapter au goût du patient pour travailler les productions. Ensuite, donc, on veille toujours à une bonne production, on s'appuie sur les supports visuels et gestuels, et on fait varier les modalités de production, l'intensité, le débit, toujours sous forme ludique. Et les sons. Et les sons. Parce que là on a extrait juste un seul extrait, mais après, c'était ceux qui avaient commencé par faire les pff, on fait les tss, voilà, de manière à ce que tout le monde entraîne les 3 sons. Oui, tout à fait. Donc voilà une vidéo maintenant par rapport à l'allongement des productions. Je vous montre un exemple de phrase, mais c'est pas forcément la phrase qu'on va faire, mais c'est juste pour que vous ayez Une idée de ce qu'on va petite faire. idée. Toujours pour veiller à l'aspect motivationnel, on va montrer aux patients ce qui va pouvoir être en mesure de produire aussi. Alors, nous, on va avoir des phrases plus simples que celle-ci, pour commencer. On va... C'est celle-ci la première? Oui. C'est le niveau qui va? Oui. On fait la même chose. Oui, la même prononciation. Alors, vous avez en haut la phrase donc normale et en dessous la traduction de la phrase avec les sons en beatbox. Donc là, cette phrase, c'est la phrase que je vous donne à tous qui s'appelle la phrase patois. Donc patois, vous regardez en dessous. Et est-ce que vous pouvez me dire comment ça se traduirait en beatbox? T'inquiète. Alors, est-ce que vous voyez en dessous comment elle se traduirait cette phrase qui s'appelle patois? On la ferait comment? Si on regarde, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est aussi une technique d'apprentissage après qu'on ait fourni les étiquettes pour que le patient s'approprie également le support. Ensuite, une fois que les patients le maîtrisent, on va pouvoir faire toujours différents jeux, varier les supports, aller en canon, vraiment utiliser le support au maximum. Je vous montre un exemple de phrase, mais c'est pas... Donc maintenant, je vais vous montrer une vidéo plus précisément pour vous montrer comment on a appliqué la vérification de la bonne production des sons, donc avec un suivi individuel au sein du groupe. Là, on va commencer à enchaîner les deux sons. Vous êtes prêts? Très bien, mais c'est vraiment bien. Ok. Est-ce qu'on peut le faire plus vite, si c'est possible? Oui, ça va. Pardon. La posture, ça vient après. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Tu j'arrive peux pas la laisser. à avancer. Oui, c'est ça. C'est vraiment bien. Bravo. Vraiment avec les lèvres qui bougent bien pour le coup. Donc on a l'ajustement de la production et de l'action articulatoire. On vient avec le banc. Oui, et on est... Ouais, parce que moi je vois une respiration qui est plus d'ici, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous pouvez venir plus du bas, du diaphragme? Vraiment. Besoin du vent. Peut-être plus doux au début pour peut-être moins forcer ici. Sans faire de son en fait. C'est vraiment que l'air au niveau de la bouche. C'est ça. C'est intéressant pour cette patiente parce qu'on voit qu'elle a perdu le bon fond articulatoire. Donc, on va essayer, déjà, on va réajuster sa respiration. Donc, Pauline, elle lui fait un appui corporel pour indiquer une meilleure respiration. Et puis ensuite, donc, on a la production du PE qui est très éloigné du son que l'on veut. Donc, on va introduire une image mentale qui nous a été suggérée et que j'utilise quotidiennement avec mes patients maintenant. C'est vraiment comme si on crachait des petits pois. Et bien, pour cette patiente, c'est quelque chose qu'on pouvait réactiver et elle avait une meilleure production du son tout le long du protocole.
Ce qui explique qu'on a été obligé de s'arrêter après au moment de la pandémie. Alors, on a des pratiques professionnelles qui sont un peu différentes, Claire et moi. Moi, je ne travaille qu'avec des prises en soins de groupe à l'hôpital parce que c'est le protocole à l'hôpital. On prend des patients en groupe. Donc, ce groupe-là, on est un exemple. Mais j'avais déjà essayé avec un autre groupe, vous voyez dessous les images. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la prise en soin de groupe, c'est que les patients s'émulent sur leurs connaissances au niveau de leur voix propre et au niveau de la voix en général, et que chacun apporte à l'autre ses connaissances, son partage, son écoute aussi, de manière à ce qu'il y ait une émulation qui se fasse. Et en particulier dans le groupe dont vous avez entendu les exemples et vu les exemples vocaux, il y avait un monsieur qui était plutôt assez passif, qui avait du mal à faire les exercices chez lui à la maison. Et simplement parce que le reste du groupe faisait les exercices, il s'est mis à les faire et il a progressé. Et il a fait partie vraiment des gens qui ont progressé avant et après. Donc voilà. Et puis, la prise en soin de groupe a aussi cet effet de lâcher prise, d'acceptation que le patient puisse finalement se produire devant les autres, exprimer des choses devant les autres, faire des choses devant les autres. Donc, il y a cette histoire de lâcher prise. J'abandonne mon quant à soi, voilà, et j'ose faire les choses avec les autres, les exercices avec les autres et devant les autres. Et nous, on a observé, grâce à ton mémoire, mais grâce aussi à d'autres travaux qui avaient été faits avant, que effectivement, les modifications ont été vraiment vocales, au niveau de la déglutition, au niveau masticatoire et articulatoire au niveau de la précision de l'articulation. Et on a terminé en faisant un questionnaire également auprès des familles et qui ont aussi remarqué des modifications vocales importantes. Donc, pour la prise en soin au cabinet, donc moi j'interviens au domicile des patients, pour les patients qui m'ont inspiré ces diapositives. Donc, j'arrive pour 40 minutes de consultation, on discute et en soi, j'ai entre 15 et 20 minutes à proprement parler de Human Beatbox. Donc, en libéral, j'ai un temps de sensibilisation du patient aux structures qui sont mises en jeu pour la production du Human Beatbox. Ça permet que le patient ait une meilleure adhésion au protocole qui lui est fourni, qu'il sache pourquoi il produit ce son. On passe aussi par un travail proprioceptif, donc toujours en multipliant les modalités d'intégration du support pour que le patient s'y approprie. Et puis, au niveau de l'application, en consultation, faire varier la fréquence, le support, l'adapter rapidement en fonction des goûts du patient. Ça permet d'avancer rapidement et de s'adapter au mieux au patient. Donc, les avantages de la prise en soin en libéral, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir un suivi individualisé et surtout une adaptation de la progression en fonction du patient. Certaines semaines, on va avoir plusieurs séquences pour lui, d'autres un petit peu moins. On va s'adapter pour qu'il progresse. L'adaptation rapide et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment un renforcement de l'alliance thérapeutique par rapport à la prise en soin de groupe. Là, on est tout seul, on n'est que tous les deux. Son renforçateur, c'est moi. Et puis, on progresse ensemble. Et après, quand l'outil, j'arrête de le proposer, je vois que l'alliance thérapeutique, elle est renforcée, en plus des autres progrès que le patient a dans son quotidien. Et aussi, on a la recherche de musicalité qui est intéressante, toujours garder l'aspect de la recherche. Et donc, si on revient sur les avantages de la prise en soin en groupe, on retrouve cette idée vraiment de motivation. Ce que je pratique beaucoup avec ces patients-là, c'est souvent je divise les groupes en deux. Et il y en a un, par exemple, qui va faire une percussion corporelle et l'autre des sons en beatbox. Et l'idée est effectivement d'écouter, d'inhiber, de ne pas faire la même chose. Donc, la motivation de chaque petit sous-groupe, finalement, participe à la motivation du groupe en lui-même. Et puis, lorsqu'on est en groupe, on a plus tendance à oser faire les choses parce qu'on est un peu caché par le voisin. Donc, paradoxalement, on peut beatboxer plus fort et donc augmenter l'intensité et le travail musculaire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, cette motivation
à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire pas influencée par le thérapeute, mais vraiment produite par le groupe lui-même, fait que les patients ont plus tendance à oser les exercices et pendant les séances et entre les séances. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Franchement, c'est passionnant d'avoir ces retours de pratique. Ça nous donne une vision vraiment très concrète de comment le beatbox peut être utilisé, voilà, pas simplement en tant que pratique artistique, mais plus globalement pour soigner, pour prendre en charge et aider à mieux vivre, en particulier les patients parkinsoniens ont vraiment des besoins très spécifiques là-dessus. Et puis si on peut terminer une prise en soin avec un petit côté artistique à notre niveau, c'est bien aussi pour le patient, parce que c'est très valorisant. Donc, alors, je ne sais pas quelle heure il est. Ah bah c'est bien, on a du temps pour échanger. Oui, donc Alexis. Alexis, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, deux petites questions. La première portant sur tous les symptômes de la dysarthrie en termes de dysprosodie, dysphonie et troubles articulatoires. Est-ce que vous avez noté des améliorations spécifiques à chaque symptôme chez vos patients? Alors, vas-y, je te laisse répondre pour ça. Alors, au niveau des progrès qu'on a objectivés, pardon, je reviens en arrière. C'est vraiment, déjà, les patients ont eux-mêmes ressenti une amélioration de leur capacité vocale. Ensuite, on a le Voice Handicap Index, donc c'est le ressenti du handicap vocal, mais de manière quantitative, il est aussi amélioré. Donc, on a une corrélation entre ce qui est perceptif et quantitatif. On a une augmentation de l'intensité vocale, donc c'était sur une tâche de voyelle tenue, avec une augmentation du temps maximum phonatoire. Donc ça, dans la dysarthrie, ça fait appel plutôt à la dysphonie. Après, dans mon mémoire, ça a été compliqué d'analyser tous les aspects de la dysarthrie parce que c'est énorme. Donc, dans mon mémoire, j'ai en grande partie traité de la dysphonie. La dysprosodie, il aurait fallu plus de temps d'analyse en fait pour analyser les temps de la parole, l'organisation temporelle de la parole. Ça aurait été très intéressant, mais compliqué à faire rentrer dans le monde. On avait travaillé avec tu étais venu enregistrer et on l'avait enregistré c'était la station Evra, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, qui est une station qui est quand même très complète et qui prend beaucoup de paramètres, mais à mémoire d'orthophonie est très contraint en nombre de pages et en temps de présentation et en temps surtout de réalisation du mémoire. Enfin, il faut que tout soit fait en quelques mois, donc on n'a pas pu faire le détail de tout ce qui a été observé. Ok. Et deuxième question, peut-être un peu plus technique, parce que dans la maladie de Parkinson, on a une disparition des neurones moteurs. Et si vous notez des améliorations, c'est qu'il y a une espèce de compensation qui se passe quelque part. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ce qui permet apparemment d'avoir des améliorations phonatoires ou d'intensité vocale? Quelques pistes de réflexion au moment. Alors, oui, il y a une piste qui a été soulevée notamment par Pauline Navarro. Donc, nos mémoires ont été quand même créées conjointement aussi. C'est-à-dire qu'on a un impact sur la dysarthrie, mais aussi sur la dysphagie, et avec un même outil. Et c'était aussi de se dire c'était un nouvel apprentissage, en fait. Donc, on apprend quelque chose et ça n'a pas été automatisé. Donc, on s'est interrogé sur cet aspect-là, en fait. Après, dans la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est dégénérative. Donc, effectivement, les neurones vont dégénérer d'une certaine manière, quoi qu'on fasse. Mais dans la maladie de Parkinson, il y a aussi un effet néfaste de la boucle audio-phonatoire. En fait, le patient parle de plus en plus doucement, avec une intensité de plus en plus faible, mais comme il est obligé de produire un effort plus important pour mobiliser ses muscles, il a toujours l'impression qu'il fait la même quantité d'efforts. Et le fait de travailler ces sons de beatbox, le fait de travailler avec une intensité de mouvement beaucoup plus importante, permet de réajuster cette boucle audio-phonatoire. Et donc, pendant un certain temps, il se réapproprie cette nouvelle proprioception qui lui permet d'utiliser ses muscles pour améliorer sa qualité d'articulation, sa qualité
Voilà. Mais de toute façon, on sait très bien que la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative et que les progrès vont durer un certain temps. Après, ce que Claire disait sur l'aspect motivationnel renforce aussi. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la maladie, c'est un cercle vicieux, mais la prise en soin du patient, et en particulier cette prise en soin-là qui est très vigoureuse, qui est énergique, qui est ludique et qui est musicale, redonne aussi de la motivation au patient et on réenclenche un cercle vertueux où finalement les efforts qu'il fait vont porter leurs fruits, vont renforcer son estime de soi et vont lui permettre de faire de nouveaux efforts. Voilà, juste voilà, pendant un certain temps. Moi, j'aurais une petite question, je connais la réponse pour Vanessa, j'ai envie de vous la poser. Vous, comment est-ce que vous avez investi la pratique? Vous l'utilisez dans des ateliers comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que, sans dire que vous avez la volonté de devenir boxeuse, mais est-ce que vous l'investissez au-delà de la pratique avec vos patients ou pas? Et est-ce que vous-même vous sentez, si oui ou non, peu importe, est-ce que vous sentez une évolution dans votre pratique de boxe? Alors, Oui, vas-y. alors je le pratique essentiellement avec mes patients. Après, j'aime beaucoup en écouter plutôt que le pratiquer. Après, effectivement, oui, moi, j'ai senti une amélioration, ne serait-ce que par rapport aux vidéos du mémoire et avec mes consultations actuelles, oui, il y a une évolution, il y a plus de rapidité, plus de précision, meilleure gestion du souffle aussi, j'ai un meilleur rendement, je mets moins d'efforts pour avoir un son plus fort, donc oui, j'ai une amélioration. C'est ça, mais c'est pas sensationnel, ça reste. C'est déjà une évolution. On essaye d'être un peu meilleur que nos patients. Moi, je l'utilise. Alors, je chante un peu en jazz vocal. Donc, moi, je trouve que la pratique que j'ai été amenée à avoir avec mes patients m'a aidé aussi dans, par exemple, ma pratique rythmique dans le jazz vocal. Donc, ça c'est quelque chose que je continue à pratiquer. Et puis, ponctuellement, je dirige une chorale et je leur ai fait faire cet été, je leur ai fait faire des exercices de beatbox, par exemple. Pour, là encore une fois, pour l'idée de lâcher prise, c'est une chorale sans prétention, mais utiliser cet outil-là comme échauffement vocal, par exemple, ça a participé et j'ai bien vu, alors c'est une chorale qui s'étale sur une semaine avec une répétition par jour, mais j'ai bien vu qu'au bout des 5 jours, les gens avaient plus l'habitude et vraiment lâcher prise, ce qui permettait aussi ensuite à leur voix chantée d'être moins serrée, plus ouverte. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la pratique du beatbox en lui-même ou si c'est le fait de faire quelque chose de tellement différent, qui ouvre à tellement autre chose, qui donne des images mentales aussi. L'image mentale, même le fait de se dire je fais du human beatbox, voilà, ça permet de se dire je fais autre chose que de chanter au clair de la lune ou un canon tout bête, quoi. Bon, il y aurait plein d'autres questions, j'imagine, mais il va falloir qu'on s'arrête là pour ce matin et je remercie vraiment tous nos intervenants. Voilà, donc pour ceux qui sont en ligne, alors je vais faire une pause sur le streaming live et puis pour ceux qui sont en Zoom, on vous invite à revenir dans la salle tout à l'heure. Vous pouvez rester si vous voulez. Ah oui, excusez-moi. J'ai complètement oublié qu'il y avait une petite présentation encore d'une association qui s'appelle Musilience. Et on va conclure là-dessus. Et donc après, je vous donnerai à tous rendez-vous à 13h30 pour la suite. Alors, là, Oui, juste pour terminer en 5 minutes, je voulais vous présenter une association à laquelle j'adhère depuis 1 an, qui a été créée il y a 1 an, et qui s'appelle Musilience et qui est en France. Est-ce que tu vois ? Merci. Et donc qui a été fondée par une orthophoniste
et plusieurs autres personnes intéressées par la musique. Et cette association, elle a pour but de créer des liens entre les différents partenaires recherche, santé, pédagogie, qui peuvent être intéressés par l'apport de la musique et de ses différentes composantes. Donc, ce que Musiliance propose, c'est qu'effectivement, la musicothérapie, l'orthophonie, la neuropsychologie, la recherche scientifique, etc., toutes ces personnes se rencontrent depuis un an pour essayer de réfléchir à différents aspects que la musique peut apporter. Donc, voilà, il y a l'association, il y a 4 membres dans le bureau, 5 membres dans le conseil d'administration. Il y a différents types d'adhérents, actifs, participants, bienfaiteurs, des associations, des collectivités, des entreprises. Et l'association fonctionne sur, bon, ça c'est les membres actifs, donc scientifiques, orthophoniques, neuropsychologiques, musicothérapeutiques, musicales, informatiques, et puis un pôle organisationnel aussi. Et donc voilà, les 4 saisons, il y a donc des ateliers et il y a des conférences qui sont organisées. Donc chaque année, donc pour l'instant, c'est un an, donc on n'a pas beaucoup de recul. Mais cet été, par exemple, en 2022, pardon, il y a d'abord eu la soirée d'inauguration avec un film de la musique pour le cerveau. Et puis pendant l'hiver, il y a eu un webinaire, une clé pour le grand âge. Ensuite, il y a eu un concert-débat et avec la thématique apport sur la musicothérapie. Voilà. Et puis, cette année, donc on est un petit peu en retard, donc ce sera un été indien. Et donc, on va reparler de rythme, neuro et beatbox. Donc, on va présenter aussi le travail qu'on a fait, et avec toi aussi d'ailleurs. Et puis, voilà, en hiver, ce sera plutôt musique et émotion, et à venir, musique et santé mentale. Donc, à voir, ça c'est encore en réflexion et en création. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, que ce soit rapide et bref, mais c'était juste pour vous dire que je trouve que les apports mutuels qu'on peut avoir les uns avec les autres dans toutes nos différences et nos richesses peuvent vraiment participer à ce que la musique fasse partie de notre vie, à la fois en thérapie et puis pour le plaisir et puis pour la recherche. Voilà, merci. Ouais, c'est très bien d'avoir ce genre d'initiative. Hein. Donc, voilà, ça conclut cette matinée.